Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues. Je suis M. Kaba Diakité, enseignant formateur en comptabilité et gestion. Ce matin, je suis en face de vous pour vous présenter le cours de comptabilité de gestion portant sur l'imputation rationnelle des charges fixes. Ceci étant la première séance, leçon 1, imputation rationnelle des charges fixes. Avant de commencer, je vais vous présenter cette approche qui est une situation d'apprentissage. La société Cadams fabrique un produit A dans un atelier avec une activité normale de 1500 articles par période. Le service comptabilité vous donne les informations suivantes concernant sa production et concernant aussi les coûts qui sont inhérents. Période 1, période 2, période 3. Production d'articles pour la période 1, nous avons 1500. Pour la période 2, nous avons 2100. Pour la période 3, nous avons 1200. Matière première, on a consommé 600 000 francs pour la première période et 840 000 francs pour la deuxième période, n'est-ce pas? Et 480 000 pour la troisième période. Main-d'œuvre, période 1, nous avons 225 000. Deuxième période, nous avons 315 000. Et troisième période, nous avons 180 000. Pour les charges fixes, nous avons pour la première période 450 000. Pour les les deux périodes qui suivent. Donc, pour une production totale qui nous donne 1 275 000 francs pour la première période, qui est le cumul des charges. Et pour la deuxième période, nous avons 1605 000 francs qu'on a dépensés. Et pour la troisième période, nous avons dégagé un coût global de 1 110 000 francs. N'est-ce pas? Le directeur, M. Kassi, étant inquiet, ne comprend pas pourquoi le coût du produit a augmenté en période 3, alors qu'il a produit que 1200 articles, qui est inférieur d'ailleurs à la production normale. Ceci étant, en tant qu'étudiant en deuxième année de BTS Finance, Comptabilité, Gestion d'entreprise, cette entreprise vous demande de lui venir en aide. Grand 1, intérêt de la méthode. Il faut comprendre que, contrairement à la méthode des coûts complets qui présente des insuffisances, la méthode d'imputation rationnelle vient en aide aux entreprises pour pouvoir maîtriser le coût unitaire. Pourquoi? Pour éviter l'influence des charges fixes sur le coût unitaire. Ou bien pour ne pas que l'influence des charges fixes puisse faire augmenter le coût unitaire d'un produit. Ceci étant la situation, donc voie situation. En analysant la situation d'apprentissage, nous pouvons remarquer que le coût unitaire diminue quand la production augmente. Et aussi, le coût unitaire augmente lorsque la production fait quoi? La production diminue. Alors, cela est dû au fait que, bien que la production varie, les charges fixes, contrairement aux charges variables, restent intactes. Retenons que nous avons les charges par nature. Dans les charges par nature, nous avons aussi les charges variables et les charges fixes. Les charges variables qui sont des charges qui varient en fonction de l'activité de l'entreprise, ça va? C'est-à-dire en fonction de la production, en fonction de le nombre d'articles qui a été produit. Et les charges fixes qui sont des charges, quelle que soit l'évolution, quelle que soit la quantité de la marchandise, quelle que soit la quantité de l'article qu'on a produit, les charges fixes ne vont pas changer parce qu'on dit c'est fixe. Hypothèse qui dégage automatiquement l'invariabilité des charges fixes origine de l'augmentation du coût unitaire. Voici le problème qui est posé. Donc on va supposer ça. Peut-être que le fait que les charges fixes ne varient pas, cela impacte sur le coût unitaire du produit. Voilà l'hypothèse. C'est une supposition, peut-être. Alors, pour cela, nous allons essayer de corriger les charges fixes pour voir le résultat. D'où, grand 2, présentation de la méthode.
présentation de la méthode. On rappelle que le principe de l'imputation rationnelle a pour but de faire quoi? A pour but d'imputer au coût d'un produit les charges fixes proportionnellement à l'activité qui a été constatée. Imputer les charges fixes au coût en fonction de la production de quoi? De l'entreprise. Vous voyez? Pratiquement, cela se fait en appliquant aux charges fixes constatées ou aux charges fixes réelles qu'on a constatées le coefficient d'imputation rationnelle noté CIR ou R. Vous allez me demander, c'est quoi le CIR? Le coefficient d'imputation n'est rien d'autre que le rapport entre l'activité constatée ou bien appelée encore activité réelle et l'activité quoi? L'activité normale. Donc, automatiquement, on peut connaître la formule des charges fixes à imputer au coût. Alors, charge fixe à imputer au coût égale à charge fixe réelle ou charge fixe constatée multiplié par CRI, qui est le coefficient d'imputation rationnelle. Ensuite, on va présenter une petite application. Reprenons l'application précédente. Disons que la situation, la société Cadams fabrique un produit A dans un atelier avec une activité normale de 1500 par période. Le service comptabilité vous donne les informations suivantes. Comme vous voyez le tableau, le directeur, M. Cassi, ne comprend pas pourquoi le coût du produit a augmenté en période 3, alors qu'il a produit que 1200, inférieur d'ailleurs à la capacité normale ou la production normale. Dès lors, en tant qu'étudiant en deuxième année BTS FCGE, elle vous demande de lui venir en aide. Question. Calculer le coefficient d'imputation rationnelle, comme vous le voyez, par période. Petit 2. Calculer le coût unitaire par période après imputation rationnelle des charges fixes. Je vous rappelle également que pour déterminer les charges fixes à imputer, il suffit simplement de multiplier le coefficient d'imputation rationnelle par les charges fixes ou bien le montant des charges fixes constatées. Nous allons passer à la solution, la correction de ce exercice d'application, qui est d'abord l'application numéro 1. Petit 1, on va calculer le coefficient d'imputation rationnelle par période. Alors, calcul du CIR. Pour la première période, on sait que le coefficient d'imputation rationnelle n'est rien d'autre que l'activité réelle ou l'activité constatée sur l'activité normale. Ça, c'est la formule qu'il faut encadrer. Alors, application numérique. Le coefficient d'imputation rationnelle va donner activité réelle qui est de 1500 pour la première période et l'activité normale qu'on appelle aussi capacité normale de 1500, ce qui va donner 1 comme résultat. Deuxième période, donc on n'aura qu'à faire l'application numérique puisqu'on a déjà la formule en général. On aura 2100 qui est l'activité réelle pour la période 2 sur l'activité normale, ce qui va nous donner 1,4. Et finalement, pour la troisième période, application numérique, coefficient d'imputation rationnelle est égal à 1200, ce qui est d'ailleurs le souci du directeur, qui va nous donner 0,8. On peut constater en même temps que pendant que l'activité est normale, on voit que le rapport est égal à 1. Mais pendant qu'on a fabriqué peu, on voit que le rapport est égal à 0,8, ce qui agit
évidemment sur le coût unitaire du produit. Petit 2. Continue de répondre à la question du monsieur le directeur. On a petit de calculer le coût unitaire par période après imputation. Période 1. On va calculer le coût unitaire. Mais avant de calculer le coût unitaire, il faut connaître d'abord le coût total. Bien sûr, le coût total imputé. Donc, pour calculer le coût total imputé, il faut d'abord calculer les charges fixes à imputer. Formule. Ici, on a coût unitaire par période. Coût unitaire par période, formule. On sait que les charges fixes à imputer charge fixe à imputer égale la charge fixe constatée ou bien réelle multipliée par le coefficient. Alors, on va encadrer cette formule. Application numérique. Pour la première période, charge fixe imputée. La charge fixe réelle est constante, quelle que soit l'activité, ce qui est derrière le problème. Cela agit sur le coût unitaire. Donc, on va neutraliser l'influence de ces charges-là. On va multiplier par le coefficient d'imputation qu'on a calculé ici, égal à 1. Ce qui donnera comme résultat 450 000. Donc, ça ne change pas, puisque c'est l'activité normale d'ailleurs. Dans l'activité normale, les charges fixes ne vont pas changer. Charge fixe imputée égale à charge fixe réelle. Donc, le coût unitaire avant imputation et le coût unitaire après imputation. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est lorsque l'activité va varier au-delà voilà, de l'activité normale de l'entreprise. Alors, vous allez constater tout à l'heure, charge fixe imputée égale à charge fixe constatée ou bien charge fixe réelle multiplié par le coefficient d'imputation pour la période 2 est de 1,4. Et quand on multiplie, ça nous donne exactement ce rapport. On obtient 630 000 francs. Vous voyez qu'il y a une marge. Troisième période. On fait la même chose. 450 000 multiplié par le coefficient d'imputation 0,8. Ce qui va donner 360 000. Voilà. Ceci étant la correction de l'ER6. Mais il y a une remarque à observer. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que pendant l'activité normale, vous voyez que les charges fixes à imputer ne changeront pas. Et ici, pendant que l'activité va varier, automatiquement, le coefficient d'imputation aussi va varier. Ça sera supérieur à 1 ou bien inférieur à 1. Voilà. Donc, ça va varier ici. On va passer de 450 000 à 630 lorsque l'activité augmente. Le coefficient d'imputation est supérieur à 1. Lorsque l'activité diminue, le coefficient d'imputation est inférieur à 1, donc 0,8, qui va donner un résultat de 360. On va maintenant déterminer le coût unitaire. Pour terminer, coût unitaire de la période 1, un constat. Ce coût unitaire-là va nous donner 850. Et le coût unitaire de la période 2 va nous donner également 850. Période 3, 850. Notons que le coût unitaire n'est rien d'autre que le coût total divisé par l'activité. Qu'est-ce que vous remarquez? Le coût unitaire de la période 1 est égal à la coût unitaire de la période 2 est égal à la coût unitaire de la période 3. Alors, l'imputation est pratiquée.
est pratiqué. Ce qui est d'ailleurs l'objectif de ce cours, c'est de neutraliser l'influence des charges fixes sur le coût unitaire d'un produit. Vous voyez, quelle que soit la variation de l'activité, on passe d'ailleurs de 1500 à 1200 notamment à 2100, on obtient toujours un coût unitaire qui ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, à travers le coefficient d'imputation rationnelle, à maîtriser l'influence des charges fixes sur le coût unitaire d'un produit. Ceci étant réussi, remarque, le coût unitaire reste invariable quelle que soit l'activité. Le coût unitaire reste invariable quelle que soit l'activité. Petite différence d'imputation notée DI. C'est la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées. Tout à l'heure, nous avons vu la formule des charges fixes imputées, qui n'est rien d'autre que les charges fixes constatées multipliées par le coefficient qu'on appelle CRI. Automatiquement, la différence entre les charges fixes réelles relevant automatiquement de la méthode des coûts complets et les charges fixes à imputer relevant de la méthode de l'imputation rationnelle, cela va donner ce qu'on appelle un constat, un écart qu'on va appeler différence d'imputation, noté grand DI. Si DI est supérieur à 0, alors il y a chômage ou coût de sous-activité. Cela veut dire que notamment cette année, la production de l'entité a diminué par rapport à la production normale, ou bien la capacité de l'entreprise a diminué par rapport à la capacité normale de l'entreprise. Ceci étant, l'inquiétude du directeur de l'entreprise. L'activité réelle inférieure aussi à l'activité normale, cela veut dire automatiquement que le DI est supérieur à 0. Si le DI est inférieur à 0, alors il y a boni de suractivité. Autrement dit, l'activité réelle sera supérieure à l'activité normale. Petit 3, imputation rationnelle et les centres d'analyse. Rappelons que les centres d'analyse, c'est notamment les centres d'approvisionnement qu'on a l'habitude de voir, approvisionnement, production, distribution, les APD. Mais généralement, dans la production aussi, on peut scinder la production en deux parties, atelier A et atelier B. C'est ce qu'on appelle les centres d'analyse, notamment aussi les centres auxiliaires. Donc, en parlant de centres d'analyse, nous avons deux centres. Ça va? On a les centres auxiliaires et les centres principaux. Les centres principaux. Voici les deux éléments ou bien les deux sous-titres de la notion centre d'analyse. Petit A principe, la répartition des charges indirectes. La répartition des charges indirectes consiste à scinder chaque centre d'analyse en deux parties. Donc, chaque centre d'analyse aura sa colonne dédoublée. Donc, en colonne variable et colonne fixe. Donc, on aura deux parties pour chaque centre d'analyse, la partie variable et la partie fixe. Ensuite, il faut calculer les charges fixes à imputer pour chaque centre d'analyse. Donc, on aura à calculer un CRI, bien sûr, pour chaque centre d'analyse. On obtient ainsi la répartition primaire après imputation. Petit b, application. Répartition des charges indirectes sans prestation réciproque ou bien sans prestation mutuelle. Donc, l'application parle de cela, la prestation mutuelle, c'est-à-dire que les centres auxiliaires se partagent des prestations. Les centres auxiliaires, ce sont des centres, notons que ce sont des centres qui travaillent pour qui? Pour les centres principaux. Donc, ce sont les centres qui fonctionnent aux dépens de ces services. Quels services? Les services comme approvisionnement, production et distribution. Ça va? Les charges indirectes de l'entité 4 mars pour le mois de février sont. Ça, c'est l'application. Charges, on a les charges variables et les charges fixes. Matière consommable, charge variable, nous avons 225 000. Et charge fixe, nous avons néant. Charge de personnel, nous avons 281 250. Et charge fixe, nous avons 393 750. Autre charge variable, nous avons 2 475 000. Fixe, nous avons 2 25 000 francs. Éléments, centres auxiliaires, centres principaux. En entretien,
Et force motrice, nous avons ici deux centres auxiliaires, à savoir l'entretien et puis quoi? Les forces motrices. Et en centre principaux, nous avons quoi? Atelier A, comme je viens de dire tout à l'heure, atelier A, atelier B. On est d'accord? Et la distribution. Matière première consommable, nous avons 10% pour entretien, 15% pour force motrice, 30% pour atelier A. Atelier B prend 40%, distribution prend 5%. Charge de personnel, cette fois-ci, entretien va garder aussi les 10%, 10% aussi pour force motrice, 40% pour atelier A, 20% pour atelier B et distribution. Haute charge, nous avons 20% pour entretien, atelier A et atelier B, 10% pour force motrice et 30% pour distribution. Entretien, nous avons 25% pour force motrice, atelier A, atelier B, distribution. Et force motrice, nous avons 40% pour atelier A, 30% pour atelier B et distribution. Centre d'analyse et coefficient d'imputation. Entretien prend 80%, ça va? Ou bien 80 divisé par 100, 0,8. Force motrice prend 60%, atelier A prend 80%, atelier B pour lui, il va prendre 120% et distribution gardera 100%. TAF, présenter le tableau de répartition des charges indirectes. Solution. Voici la solution présentée qui est le tableau de répartition de charges indirectes de l'application qu'on vient de donner tout à l'heure, appelée encore TRCI. Donc, nous venons de voir, vous remarquez très bien que lorsqu'on va appliquer les pourcentages qui ont été donnés, les 20% et les 10% qui ont été donnés tout à l'heure, voilà, on va prendre chaque montant. C'est-à-dire quand on prend la matière consommable, le montant qui a été donné dans les charges variables, on va multiplier par le pourcentage simplement de entretien. Donc si entretien prend 10%, on va faire 10% multiplié par le montant des charges variables pour obtenir automatiquement le montant de l'entretien, charge variable. Nous notons que les matières consommables prennent uniquement que les charges variables, il n'y a pas de charge fixe. C'est pourquoi vous voyez, partout où il y a les charges fixes, on a néant. On n'a pas de charge fixe, donc on mettra très. Et puis les charges de personnel notamment, il existe des charges fixes et variables, donc on va faire la répartition en fonction des pourcentages. Notamment aussi pour force motrice, également pour les autres centres principaux. Ensuite, on va faire le total. Ensuite, le total, appelé total répartition primaire, qui n'est rien d'autre que la somme de ces charges. C'est-à-dire qu'on va faire les dépenses qui ont été générées pour la matière consommable, ou pour aussi les charges de personnel, les autres charges. On va faire le cumul de cela, ce qui va donner le total. Ça va? Ensuite, on a ce qu'on appelle le CIR. Le CRI, c'est quoi si vous vous rappelez? C'est le coefficient d'imputation rationnelle. On va recopier le coefficient d'imputation rationnelle, 80%, 60%, 80% et 120% 100%. On va faire maintenant les 80% multipliés par les charges fixes réelles qu'on a constatées. C'est combien pour l'entretien? C'est 444 375. Donc on va faire ce montant multiplié par 80%, ce qui va nous donner 355 500. Qu'on va additionner ensuite à quoi? Aux charges variables pour obtenir ce qu'on appelle un total primaire après imputation. Ou bien total primaire imputé. On fait la même chose pour le reste. Pour le RS qu'on appelle répartition secondaire, la répartition secondaire, retenons que ça concerne ce qu'on appelle les centres auxiliaires et la répartition primaire concerne ce qu'on appelle les centres principaux. Donc, on va répartir les charges qui ont été générées par les centres auxiliaires, puisqu'on a dit que les centres auxiliaires travaillent pour les centres principaux. Cela veut dire que s'ils ont engendré des charges, c'est quoi de plus normal de partager ou bien de redistribuer les charges ou bien ces charges qu'ils ont engagées entre quoi? Les centres principaux. Donc, notamment entretien et puis force motrice. Les charges qui ont été dégagées, on en fait moins pour pouvoir annuler cette charge-là qu'on va redistribuer entre ces centres principaux. C'est pourquoi, notamment, vous remarquez que le total de la répartition secondaire pour les centres auxiliaires est toujours égal à 0 parce qu'ils vivent aux dépens des centres principaux. S'ils ont des charges, s'ils ont engendré des charges, il convient de les répartir entre ces sections principales.
Voilà, section principale ou bien les centres principaux. Ensuite, nous avons la répartition avec réciprocité. Ça va? Répartition avec réciprocité. Ce que nous venons de voir tout à l'heure, l'application qu'on vient de traiter, c'est la répartition sans réciprocité. On est d'accord? Ça veut dire que les prestations, il n'y a pas de prestations mutuelles entre les centres auxiliaires. Ça veut dire que l'entretien ne donne pas quelque chose à la force motrice. En même temps, la force motrice lui donne quelque chose. Pour qu'il y ait réciprocité, il faudrait que les deux centres auxiliaires se partagent des prestations. Donc, il y a des pourcentages pour l'un et pour l'autre en même temps. Ça veut dire que si force motrice donne 10% à entretien, il ne faudrait pas que entretien donne 0. Entretien doit donner aussi peut-être 5% ou bien une proportion. C'est en ce cas qu'on dira qu'il y a réciprocité. Donc, répartition avec réciprocité. Dans ce cas, pour le calcul des nouvelles valeurs, c'est-à-dire le système qui va être posé, il faut poser le système d'équation en tenant compte des charges fixes imputées. Ça va? En clair, cela revient à prendre pour ancienne valeur de ces centres le total primaire après imputation. Il faut prendre le total primaire après imputation et non avant. Application. Pour le calcul des nouvelles valeurs, on aura les informations suivantes. On va corriger la prochaine fois. Centre d'analyse, intérêt, entretien et force motrice. L'entretien, nous avons les charges variables et les charges fixes, notamment pour la force motrice. Répartition primaire, nous avons 100 000 pour charges variables, entretien. Charges fixes, entretien, nous avons 100 000 également. Et force motrice, nous avons 200 000 pour les deux colonnes, charges variables et charges fixes. CRI, nous avons 80% pour entretien, 90% pour force motrice. Prestations réciproques, nous avons 10% pour entretien, 20% pour force motrice. Nous venons tout à l'heure de corriger le cas sans réciprocité. Je vous donne ce cas avec réciprocité pour faire à la maison. Et on va corriger la prochaine fois, s'il plaît à Dieu. TAF, calculer les nouvelles valeurs de ces centres. Je vous remercie. Résultat, la méthode d'imputation rationnelle a permis de neutraliser l'influence des charges fixes sur le coût unitaire d'un produit. Voilà le constat, le résultat qui dégage automatiquement. Conclusion, on peut dire finalement, nous pouvons dire que l'invariabilité des charges fixes sont à l'origine de l'augmentation du coût unitaire, d'où notre hypothèse est donc vérifiée. Merci et à la prochaine. C'était votre cher collègue, M. Kaba Diakité, enseignant formateur en comptabilité et gestion. Pour toutes vos préoccupations, veuillez suivre les recommandations en bas de votre écran ou notamment me contacter au 87 08 69 73. Merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien.